Agnès Lebrun est née par hasard le 28 décembre 1961 à Chaumont-en-Vexin. Après une maîtrise et un CAPES, elle enseigne les lettres classiques et sera même chef d'établissement. Conseillère municipale d'opposition, elle est élue maire de Morlaix en 2008 et vice-présidente de la communauté d'agglomération en charge de l'enseignement supérieur. Elle sera également conseillère générale du Finistère de 2008 à 2011. Elle est aujourd'hui secrétaire départementale de la fédération UMP et vice-présidente de l'Association des maires de France. Après un premier essai en 2009, elle devient députée européen en 2011, membre de la commission agricole du Parlement de Strasbourg qui siège également à Bruxelles. Agnès Lebrun suit de près les dossiers agroalimentaires qui mobilisent notre région ainsi que les questions de protection des consommateurs et de bien-être animal. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors le SPACE, la semaine dernière, ça ne s'est pas très bien passé pour Monsieur Ayrault. Vous y attendiez, ce niveau d'exaspération des agriculteurs? D'exaspération, de détresse surtout. Il y avait une ambiance de détresse absolument incroyable qui est devenue exaspération parce que le Premier ministre a refusé de rencontrer des salariés, des élus, qui très dignement s'étaient regroupés pour dialoguer avec lui. Ce refus du dialogue est incompréhensible et, je dois le dire, inadmissible. Aujourd'hui, il y a des tas de problèmes selon les filières. Il y a le problème de la fin des restitutions européennes. Est-ce que la réforme de la PAC avait été suffisamment anticipée? La réforme de la PAC a été soigneusement préparée avec, je pense, l'ensemble des responsables. Par Bruno Le Maire. Par exemple. Pour ce qui est des restitutions, c'est une situation tout à fait spécifique, qui, elle, en revanche, n'a pas été anticipée, en effet. Mais qui ne représente pas un volume extraordinaire. On parle de 50 à 100 millions d'euros. Non, mais le principe des restitutions européennes, ce ne sont pas des subventions, mais c'est un mécanisme de compensation et dont la fin était annoncée. Et la fin était annoncée dans le cadre de la future PAC. Et de ce point de vue, le gouvernement ne peut pas redonner de nouvelles subventions sous une forme déguisée. Le gouvernement, en tout cas, peut préparer la fin de ces restitutions, puisque le gouvernement, par le biais de son ministre, qui est un ancien député européen, était parfaitement au courant de ce qui allait se passer. Et de faire croire que les restitutions pouvaient ne pas s'arrêter, c'était vraiment mentir. C'était un double langage et un grand écart, mais ce grand écart, on l'observe très souvent. Vous parlez de Stéphane Le Foll, là. Je parle de la France en général et de Stéphane Le Foll en particulier, c'est-à-dire que l'on accuse d'être un peu trop politique. Je ne sais pas si on peut être accusé d'être trop politique. De fait, il s'intéresse, on sait très bien qu'il a... Oui, mais il connaît les problèmes. Alors, qu'il s'en désintéresse, c'est une autre chose. Mais je crois qu'effectivement, il y a eu une grande déception. Quand il est devenu ministre, tout le monde s'attendait à ce qu'on ait un ministre, ancien député européen. C'était un casting assez intéressant. Et puis finalement, il s'est très peu occupé des véritables préoccupations. Et surtout, de la même façon que la semaine dernière, le Premier ministre, il a refusé le dialogue. Et ça, on ne peut pas être dans cette posture-là, dans un contexte qui est extrêmement grave. Alors, il y a des tas de problèmes. L'avenir de Gade, qui paraît assuré, mais dans le Morbihan. C'est pas l'avenir de Gade qui est assuré, c'est toute la filière qui doit être restructurée. Et dans ce cadre-là, l'avenir de l'emploi de Guy Milliot est à prendre en considération. Enfin, comment imaginer balayer d'un revers de manche la situation de l'ensemble de ces salariés et des emplois qui vont... 180. C'est énorme comme emploi. Sur l'ensemble du département des Côtes-d'Armor et du Finistère, nous sommes à plusieurs milliers d'emplois. Je crois qu'il faut avoir la vision globale. Alors, vous vous intéressez à la compétitivité des filières, vaste débat, mais enfin, les Allemands nous taillent des croupières grâce aux coûts salariaux plutôt bas des pays de l'Est. Comment faire ? Comment faire? Alors, il y a deux choses. Je crois qu'il faut trouver une situation médiane. C'est-à-dire qu'on dit toujours que le coût du travail est très peu élevé en Allemagne, 4 €, et que ça crée une distorsion de concurrence. De ce point de vue, nous retravaillons sur la directive qu'on appelle la directive travailleurs détachés. Donc nous sommes en plein dans cette revision et nous y travaillons assidûment. Mais il faut aussi admettre une autre chose, c'est que le coût du travail est trop cher en France. Et c'est en faisant un effort d'un côté et de l'autre qu'on arrivera à trouver une situation qui pourra redonner de la compétitivité à la France. Mais pour ça, il faut que les charges et que le coût du travail en France diminue. Et ça, c'est une volonté gouvernementale. Là où on voit que 57% du budget sont consacrés, c'est des dépenses publiques, mais bien sûr, évidemment, c'est très très mal parti. Et où est-ce qu'on en est là pour les municipales à Brest là? On a un peu de mal
à comprendre. Est-ce que Laurent Prunier et Bernadette Malgorn vont trouver un accord? Bernadette Malgorn qui n'est pas UMP, ce qui pose quand même un problème. Pour ce qui est de l'accord, il faudrait le leur poser. Cette question devrait leur être posée. Vous êtes un peu à la manœuvre Je suis à la manœuvre pour ce qui est des investitures des grandes villes pour l'UMP, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne. On présente la situation de notre département et puis on fait des préconisations. La Commission nationale d'investiture s'est réunie au printemps et j'ai préconisé qu'on gèle l'investiture à Brest. C'est-à-dire que la Commission prenne le temps de réfléchir. Elle réfléchit et j'attends qu'elle se réunisse à nouveau. On ne pourra pas geler indéfiniment. Bien sûr, non, bien sûr. Parce que Laurent Prunier vous fait peur, parce qu'il a une capacité de nuisance, parce que Bernadette Malgorn n'est pas assez déterminée. Pourquoi vous avez gelé? Pourquoi j'ai gelé? Oui. Je m'étonnais, je ne vis pas dans la crainte. Pourquoi j'ai demandé à ce que la commission, c'est la commission qui a pris la décision de geler, donc elle a simplement entendu mon analyse. Commission donc dans laquelle il y a les députés, les parlementaires du département. Oui, dans laquelle il y a beaucoup d'élus, il y a plusieurs dizaines de personnes et nous débattons, il y a une présentation et nous débattons. Moi, ce que j'ai exposé simplement, c'est que la situation était complexe à Brest et que cela valait la peine d'examiner la complexité de cette situation, puisqu'on a une candidate qui n'est pas UMP, mais qui rassemble autour des valeurs de notre famille politique, et puis on a un candidat qui est UMP, qui est conseiller municipal sortant, qui est parti peut-être un petit peu vite en pensant que l'investiture allait nécessairement lui être donnée. Je n'ai pris parti... Vous n'avez pas d'a priori contre lui? Pourquoi aurais-je des a priori contre qui que ce soit? Vous oubliez une chose, c'est que le rôle du secrétaire départemental est de préconiser... le consensus. Non, oui, bien sûr, le consensus, mais de préconiser la meilleure personne au meilleur endroit dans une vision générale d'intérêt pour notre famille politique et pour notre département. Il ne s'agit pas d'avoir des préférences. On n'est pas dans une cour de récréation. Mais vous croyez que Brest est gagnable? Ça ne sait jamais. Ah, ça c'est un autre sujet. Est-ce que Morlaix était gagnable quand je me suis présentée? Tout le monde pensait que non et on l'a gagné. Donc vous savez, les prédictions, il faut s'en méfier. Passons à l'échelon national. Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de François Fillon évoquant le choix entre Front National et Parti Socialiste en cas de triangulaire et disant qu'il choisirait le candidat le moins sectaire? Je n'ai pas compris. Il y avait une doctrine qui avait été édictée par Sarkozy et Copé, c'était le nini. Oui. Moi, je m'aligne là-dessus, c'est-à-dire aucune alliance avec le Front National. Aucune alliance. Ça veut dire malgré tout avec le Front National. Que Fillon, qui était sur une position plutôt très hostile au Front National en disant qu'il était prêt à favoriser le Front républicain, s'est rapproché un peu des positions de Copé. Oh non, je ne crois pas. Mais non, moi j'ai plutôt le sentiment que lui-même a laissé échapper cette phrase de dire que le sectaire n'était pas forcément là où on pensait. Bon, mais ça a fait du coup un écho peut-être certainement disproportionné et certainement supérieur à celui qu'il avait imaginé. Vous croyez au retour de Nicolas Sarkozy ? Beaucoup n'en veulent plus. Beaucoup n'en veulent plus. À l'UMP. Et beaucoup en veulent aussi. La question, elle est simple. Est-ce qu'on se retrouverait dans une situation inédite? La question est, est-ce qu'on peut redescendre 2 fois dans le même fleuve? Pas évident. Normalement, ça n'est absolument pas envisageable. Mais Nicolas Sarkozy est un homme suffisamment suffisamment atypique pour créer des situations inédites. Il y a quand même un problème, c'est qu'aujourd'hui, en cette rentrée, on parle beaucoup de ras-le-bol fiscal. Le Figaro fait sa une là-dessus pratiquement 2 fois par semaine. Mais vous n'avez pas été extraordinairement performant sur la réduction de la dépense fiscale. Vous avez commencé, vous à droite, et puis au final, les déficits ont flambé et vous êtes intervenu un peu partout. Alors est-ce que le droit en soutien justement des secteurs en crise, est-ce que le droit d'inventaire n'est pas une impérieuse nécessité? Oui, à la condition qu'on accepte le postulat que le droit d'inventaire est un concept intéressant. Moi, je dis que c'est un concept stupide. Le droit d'inventaire, ça consiste à regarder dans le rétroviseur en oubliant de regarder devant soi et en allant dans le mur. Donc, je crois qu'il faut être évidemment
avoir de la mémoire, il ne s'agit pas d'être amnésique, il ne faut pas être amnésique. On se construit sur ce qu'on a tiré du passé, mais en se projetant vers l'avenir. mais en politique, et en marchant à reculons, on ne peut pas y arriver. On n'aime pas beaucoup avouer ses erreurs en politique. Malgré tout, la droite a été au pouvoir pendant 10 ans. Si. On critique beaucoup François Hollande aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la droite a fait de très concret depuis 10 ans en termes de réformes? Il y a eu beaucoup de communication. Je vous trouve excessivement sévère et assez peu objectif. Je pense que la droite a fait beaucoup. Il y a une désindustrialisation galopante du pays. Non, elle a entamé des réformes de fond. Un peu cosmétiques. Non, elle a entamé des réformes de fond et certes, sur un certain nombre de choses, nous sommes restés au milieu du gué. Ce qui aurait dû entraîner... 35 heures, par exemple, vous avez dû les supprimer. Évidemment. Ce qui aurait dû entraîner une position du gouvernement de Hollande totalement différente, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « c'est la faute à ceux d'avant », ils auraient mieux fait de dire « ils ont entamé des réformes qu'il nous faut continuer et nous les continuerons ». Ça, c'était l'intérêt de la France. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Refiscaliser les heures supplémentaires, est-ce que c'est digne? Voilà, ils vont changer d'avis, là, ils sont en train de revenir en arrière. Et c'est un pas en avant et un pas en arrière, sur tout et sur rien. L'écotaxe, vous dites, on n'est pas capable d'avouer ses erreurs. Si, moi je vais vous dire, l'écotaxe, c'était une erreur. Elle a été reportée, elle s'appliquera pas. L'écotaxe, c'était une erreur quand nous l'avons mis en place. Du reste, moi j'ai toujours été contre. Et j'ai toujours été pour le fait de reconnaître la spécificité péninsulaire de la Bretagne du point de vue dans sa dominante économique. Et que l'écotaxe était une aberration. Nous sommes dans un contexte de crise. Je l'ai encore dit la semaine dernière à Stéphane Le Foll, au SPACE. L'écotaxe, dans un contexte de crise, ce n'est pas un report au 1er janvier. Et un report au 1er janvier, et un autre report au 1er février. La Bretagne... C'est une suppression définitive pour vous qu'il faut. Et surtout, je regrette infiniment que le Premier ministre n'ait pas eu un mot sur l'écotaxe. De la même façon qu'il a au SPACE fait un discours très long. C'est peut-être pas la peine de charger la barque outre mesure. Et je vous assure, il a été alerté d'une façon extrêmement courtoise par les organisateurs sur les réponses dont nous avions besoin dans l'urgence. Aucune réponse n'a été donnée. Aucune réponse. Le mot concertation a été utilisé à plusieurs reprises, mais aucune annonce n'a été faite. Très rapidement, pour finir, le gouvernement se targue de faire une réduction historique de la dépense publique, de l'ordre de 15 milliards en 2014. Je ne sais pas où c'est. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on est à 57% de dépenses publiques. Donc je pense c'est une aberration totale. On n'a jamais vu ça. L'éducation nationale, par exemple, vous savez que j'en suis issue. Nous dépensons 30 milliards de plus que l'Allemagne pour l'éducation nationale. Ça n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'utilisation des moyens. La réforme des rythmes scolaires, réforme faite n'importe comment, sans aucune concertation, et pire encore, transférée aux collectivités locales, qui en auront la charge, alors que les collectivités ne savent même pas ce que sera leur avenir, puisqu'on n'a aucune espèce de lisibilité sur les dotations d'État qui sont nos subsides principaux. Très bien. Agnès Lebrun, je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité sur TBO et TITélé. À très vite.